Déjà, eh bien, écoute, déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous, oui, donc merci d'avoir répondu présent à ce meet-up, au meet-up de cette semaine, donc qu'on va dédier aux outils digitaux collaboratifs. Et pour ça, du coup, j'avais demandé à Nicolas Foris, voilà, le dirigeant de Valeo Laval, de venir enfin, partager avec nous ses bonnes pratiques. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces meet-up sont une occasion pour tout le monde de partager, d'échanger. Enfin voilà, on n'est pas sur un webinaire traditionnel, je dirais, où on écoute un expert sur un sujet en parler pendant 1 heure. L'idée, c'est vraiment d'amorcer le débat avec Nicolas et que chacun puisse échanger ses solutions, ses outils, ses bonnes pratiques et que chacun ressorte un peu grandi de ce sujet-là. Et puis, si on pouvait avoir, enfin, on a peut-être, enfin, je pense à Nicolas en particulier, enfin Nicolas Tessier, qui lui, est du coup dans la partie sur les sujets de digitalisation. On a Grégory aussi, plutôt un expert sur ces sujets-là. Voilà, enfin, ils pourront toujours aussi apporter des éléments au débat, mais voilà, il faut que tout le monde se sente libre de discuter. On a imaginé ces meet-up comme étant des réunions au café du coin, mais les cafés étaient fermés au départ. Donc on le fait très simple, en détente et enfin, sans langue de bois, on est là pour en échanger. Donc du coup, Nicolas, je vous laisse démarrer, du coup, nous faire un retour sur en fait, vous, pendant le confinement, comment ça s'est géré finalement, enfin, peut-être aussi refaire un petit point sur Valeo, ce que vous faites, etc. Mais pour replanter le décor, mais l'idée c'est voilà, d'échanger sur vos outils digitaux, avec quoi vous travaillez, comment vous avez mis ça en place, euh, les erreurs à éviter, les bonnes pratiques avant de se lancer, etc. Enfin voilà, on va démarrer sur ce sujet-là comme c'était Bien, très indiqué. bien, pas de Voilà. problème. Je te laisse la parole et puis Pas de problème. voilà. Du coup, bon, je vais peut-être présenter l'écran. J'avais quelques petites Ah choses oui, à, pardon, je vous à partage, montrer sur comment on fait je vous le la partage. cuisine du futur. Par contre, il faut que je sois Voilà, autorisé. Là, je suis c'est pas bon. autorisé à partager. Normalement, c'est bon. Voilà. Ouais, ouais, impec. Alors, François, tu peux enlever ton masque, Impec. je pense que tu ne comptes. Ce que je voulais, donc, voilà, j'arrive pas à changer de. Oui, si, c'est bon. Voilà. On a fait une petite présentation standard que j'ai pas remise à jour pour aujourd'hui, mais qui nous permet de présenter l'évolution des outils collaboratifs chez Valeo. Alors, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis directeur du site de Valeo à Laval. Bon, Valeo a quelques usines dans les pays de la Loire, mais donc je suis en charge de celle de donc, on fabrique des radiateurs de refroidissement et des ventilateurs. Donc, c'est un site industriel depuis des années s'est transformé déjà énormément hein, pour ceux qui ont une vingtaine d'années de carrière. On sait tous que on a commencé, on avait même pas d'ordinateur, on avait nos téléx, nos fax, et puis maintenant on est en train d'évoluer vers quelque chose qui est vraiment très très différent de ce qu'on a connu, en tout cas de ce que moi j'ai connu dans mes débuts de carrière. Ouais. On avait, enfin déjà il y a de nombreuses années des outils qui étaient on va dire très digitalisés pour des métiers, pour des réseaux, pour des fonctions. Hein. On peut parler de la comptabilité ou la partie gestion de la paye, la partie gestion des incidents fournisseurs, la partie, j'ai parlé de la finance. Enfin, il y a pas mal d'outils qui ont existé depuis des années. Et en fait, ce qui s'est passé dans ces dernières années, c'est un peu la synthèse de tout ça et la fusion des outils aussi. Hein. C'est quelque chose qui a beaucoup changé avec la communication et l'interconnexion des outils entre eux. Alors du coup, vous allez mieux voir mon écran comme ça. Par contre, moi j'ai une espèce de gros truc au milieu là. Comment je fais? Réduire. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y avait plein d'outils et qu'on a appelé dans notre vocable chez nous, c'est la Factory of the Near Future. Parce que l'usine du futur, c'est sympa, mais ça fait un peu lointain. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que ce soit le futur proche. Sinon c'était pour rêver. Donc, ça, c'est tout un diagramme très compliqué dans lequel je suis perdu. Donc, je vais passer à des solutions, à des descriptions très concrètes de ce qu'on a chez nous. Alors, là, pour l'opérateur et le management
de production, il y a encore quelques années, on avait beaucoup de papier. Hein, on avait une pile de fiches d'instruction, des classeurs au poste, qui nous permettaient de recenser tout ce qu'un opérateur devait savoir. C'est d'ailleurs visuellement assez impressionnant tout ce qu'on leur demande de savoir et de faire. Du coup, on a eu tout un travail qui a été réalisé il y a 3-4 ans, de digitaliser tout ça et de simplifier. En fait, d'abord c'était simplifier, puis digitaliser et mettre ça dans un outil qui a été fait maison. Donc ça, c'est un outil fait maison pour le groupe Valeo, développé par une boîte qui s'appelle Sofine, mais qui est un outil pour l'instant Valeo, avec ce qu'on appelle le e-workstation. Donc on a un groupe international, beaucoup de mots d'anglicisme, donc avec toutes les fiches d'instruction qui sont complètement digitalisées, que ce soit de l'instruction opératoire, de l'instruction qualité, de l'instruction sécurité, des checklists aussi, et qui nous permettent donc de gérer des indices et de savoir si un opérateur, c'est ce qu'on voit un peu à droite là, sur la station 1, la ligne 2, la ligne 3, qui est en poste aujourd'hui, qui est au dernier niveau de validation des fiches d'instruction. Et puis, on gère aussi les compétences, hein, le fameux carré magique qu'on a dans l'industrie depuis des années. Il est aussi donc maintenant automatisé ou en tout cas digitalisé, ce qui nous permet à distance de savoir, sans avoir à fouiller dans des papiers, comprendre quel est le niveau de validation, de certification des gens, donc sécurité, qualité, autonomie au poste, et puis formateur pour le dernier côté du carré magique. Donc ça a été un vrai gain parce qu'aujourd'hui au poste, hein, c'est ce qui est écrit en bas à gauche. Aujourd'hui, j'ai plus de papier dans mes UAP. Alors quasiment plus parce que j'en ai encore très très peu, quelques-uns. Évidemment, on a dû équiper chaque poste avec des écrans tactiles, hein, puisque tout ça c'est dynamique. Alors je ne peux pas vous le faire bouger à l'écran puisque ce sont des copies d'écran, mais c'est dynamique et ça permet à l'opérateur de jongler entre les différentes pages, les différentes instructions, d'avoir des consignes particulières qui sont émises depuis par le management, des consignes particulières dans lesquelles je dois prendre connaissance. Je clique, je mets mon numéro de badge et le système enregistre que j'en ai pris connaissance. Donc ça, c'est sur le terrain, c'est un outil qui a été, qui est pour nous très important. Ça nous assure que les fiches d'instruction sont connues. Bon, évidemment, l'application, c'est un autre sujet, ça reste du travail de management, mais au moins déjà la première partie, les instructions à jour et connues, c'est déjà un gros boulot dans l'industrie. Deuxième type d'outil, c'est plus de l'outil de supervision, de management. Là, c'est de la supervision de prod de base. En temps réel, on a des outils qui vont nous chercher dans nos déclarations de production, donc sur base de SAP, qui vont chercher les informations et qui nous les mettent dans des spreadsheets qui sont Google. Alors Google, ça a été un gros tournant que le groupe a pris il y a une dizaine d'années. Ce qui a commencé par je laisse tomber Lotus Notes et je passe mes messageries en Google, la suite Gmail. Et puis, en fait, Google a développé, et c'était même déjà développé à l'époque, mais on s'est approprié l'outil Google et la suite qui va avec, et qui nous permet en fait de faire du collaboratif à un niveau que je ne soupçonnais pas il y a 5 ans. Ça nous permet, alors pour ceux qui connaissent déjà, c'est peut-être du facile, mais c'est réellement le collaboratif, c'est-à-dire que j'ai un outil, un spreadsheet, un document, tout le monde vient pointer dessus. On peut être à plusieurs à travailler sur un spreadsheet et le modifier en même temps, sans aucune difficulté, très grande facilité. On peut revenir dans l'historique du fichier tel qu'il était le 10 avril à 15 heures, repartir en arrière. Enfin, c'est d'une souplesse incroyable. Ce serait et donc cet outil-là, excuse-moi, ce serait peut-être intéressant que d'en débattre, alors maintenant ou plus tard, mais d'expliquer un peu plus le sujet justement sur Google, le démystifier un peu parce que souvent on se dit non, Google, les collectes de données, etc. Enfin, point de vue sécurisation des données, enfin on est hors clou et pour autant on voit des grands groupes comme Valeo ou Airbus, etc. y passer quoi. Et une TPE, enfin une PME, s'imagine pas une seconde mettre ses données sur Google quoi. Alors que les alors, solutions existent.
pour la partie sécurité, personnellement, j'ai pas audité, hein, évidemment, Google. Je sais que ça a été fait par le groupe Valeo, ça a été fait par tous les grands donneurs d'ordre qui y sont passés. C'est évident que Google, en tant que enfin, fournisseur de cloud, est largement mieux sécurisé que n'importe quelle autre entreprise au monde, en fait, hein. Évidemment, bon, on pourrait aussi citer ses concurrents directs, hein, comme Microsoft aussi, et les 3-4 autres qui sont les géants du cloud. Mais ils sont réellement très, très sécurisés. Beaucoup plus que nos serveurs à nous. Alors bon, je pense que le groupe Valeo a fait d'énormes travaux pour ça, mais j'ai des serveurs dans l'usine avec des données locales auxquelles je peux accéder de l'extérieur, hein, par VPN, c'est du classique. Mais ça, c'est, à mon avis, moins bien sécurisé que les serveurs Google. Oui, non, mais Et ça va non plus. l'intérêt du serveur Google, c'est Google, c'est le collaboratif, en fait, hein. Google, c'est le collaboratif. Au-delà de la sécurité de l'information, c'est la vitesse à laquelle on peut avoir ces informations-là. Quand j'ai débuté ma carrière pour refaire le lien avec mes débuts dans l'industrie, c'est pour avoir toutes ces informations-là. Il y a des moments où on payait même des gens, hein, pour faire le tour des lignes heure par heure pour savoir combien chaque ligne avait produit, parce que il y avait des focus particuliers à faire sur certaines lignes, sur de la non-qualité ou sur des indicateurs de performance. Là, je l'ai en temps réel. Et aujourd'hui, je suis de chez moi, j'ai l'information de ce qui se passe dans l'usine, en fait. Ouais. Et ça, du coup, c'était, enfin, quand on s'était rencontrés, on avait rencontré j'ai plus son nom en tête, mais une dame, une responsable du AP en production, là, qui était ravie elle aussi parce qu'elle pouvait, à distance, enfin, ça s'associait plutôt bien Oui. avec sa vie de famille, du coup, ce sujet-là, quoi. Alors, oui, 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 exactement, exactement. Mes responsables du AP fonctionnent comme ça. Je peux même avoir l'information. Alors, je pense que ça se verra pas bien forcément, En webcam, mais. euh, mais en webcam, mais je l'ai même sur mon smartphone. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. On voit peut-être, on voit pas, je sais pas. Non, ça a planté. Mais je l'ai aussi j'ai les mêmes spreadsheets sur mon smartphone. Donc même quand je suis en week-end, en vacances, n'importe quand, j'ai les mêmes spreadsheets. Alors, on voit pas forcément bien avec la Là. lumière. J'ai les mêmes spreadsheets qui s'affichent sur mon téléphone, en fait, avec les mêmes données. Et donc, bon, ça, c'est un début. C'est un début parce que la donnée est importante. Après, ce qui m'importe quand je suis hors du site ou que la donnée, après, une fois on l'a rapidement, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la réactivité. Donc, on a sur la partie droite, là, des spreadsheets qu'on a mis au point où, en fait, on demande finalement, par rapport à l'ancienne, entre guillemets, l'ancienne manière de fonctionner, où l'opérateur appelle son team leader, le team leader appelle le superviseur prévient son responsable du AP selon la gravité. Donc, on arrive parfois à m'appeler pour me dire attention, il y a un problème. Donc, cette information, elle est relayée, véhiculée et déformée ou détériorée, en tout cas dans sa qualité. Là, on demande en fait que l'information la plus basique soit renseignée proprement par la personne qui sait. Donc, c'est en général l'opérateur ou le technicien. Et puis, du coup, tout le monde a accès à cette information sans aucun filtre, en fait. Mm. Et donc, ça nous permet donc de voir un enregistrement du film de production. Et puis, en dessous, ce qu'on appelle le COSU. Alors, bon, ça, c'est du langage Valeo, mais c'est la productivité main-d'œuvre, puisqu'on suit selon les lignes, selon les typologies de moyens industriels, on suit soit la performance de la machine, soit la performance main-d'œuvre, puisque quand on est capacitaire sur nos moyens, on s'intéresse plutôt à l'utilisation de l'homme ou de la femme. Voilà. Donc ça, c'est derrière ces choses qui paraissent assez simples. En fait, on a tout un outil Google qui est vraiment un vrai gain en termes de collaboratif dans nos entreprises et de zéro papier. Si j'avance parce que l'heure tourne et puis le mieux c'est que ce soit interactif. On a mis au point ce qu'on appelle donc l'IBTT, donc c'est Build to Truck. Build to Truck, c'est le lien entre mon client, ses besoins et ma production. Et donc, on a mis au point un outil, encore une fois, c'est un outil fait maison, qui permet de suivre en temps réel, en fait, la commande du client, où j'en suis, quand est-ce que va partir le camion,
Et là, il y a le pilotage en temps réel d'une image, par exemple. On voit les 2 camions du bas, ils sont quasiment prêts ou prêts, et ceux d'en haut sont en préparation. Ce qui nous permet en fait de suivre en temps réel l'aspect flux. Alors, dans l'automobile, puisque je fais partie de l'industrie automobile, c'est quelque chose de clé, hein. On a un jour et demi de stock de produits finis, donc la gestion, le suivi en temps réel de la production, il est clé. Et encore une fois, c'est un outil basique qui mélange pour la partie haute Google et la partie basse un outil fait maison. Mmh. Et dernier point, oui, 1 ou 2 points encore, toujours sur l'aspect collaboratif, la dématérialisation complète des échanges qu'on peut avoir, des réunions 5 minutes, des échanges, on va dire, entre services. Mmh. Et donc, on a mis au point une réunion 5 minutes, ou un point, n'est pas 5 minutes, on va dire, une réunion quotidienne usine qui se déploie dans chacun des services et qui est à base d'un drive, tout simplement. Je vais vous montrer ça. C'est un peu caché derrière. Si j'y arrive, tac, c'est là. Où chacun des services, à partir de sa réunion 5 minutes à lui, hein, si je vais aux ressources humaines, lui, il a fait sa réunion 5 minutes ici avec des informations qui sont les siennes. Pareil pour l'UAP numéro 1. L'UAP numéro 2 a ses informations. Et tout ça est consolidé en fait dans ce site-là, qui est le site de l'usine, on va dire, qui donne un compte-rendu synthétique avec des extraits de chacun des secteurs et qui permet de diffuser de l'information générale à tout le monde. Donc on a complètement dématérialisé la consolidation d'informations des secteurs, donc avec des indicateurs, avec des actions, des priorités, voilà. Et tout ça se retrouve dans une synthèse qui est partagée avec les opérateurs de façon quotidienne. Donc là, vous en avez un extrait à l'écran. Ouais, donc Alors ça, tout ça, finalement, en fait, là, que les gens soient en télétravail ou en présentiel, ça change assez peu de choses dans le fonctionnement sur le voilà, côté exactement. pratique. Ouais. Mais après, évidemment, il y a Donc, au-delà du côté social, mais il y a le courant et l'opérationnel peut tourner simplement, quoi. exactement. Et donc, pour faire le lien avec la crise, avec ce qui a pu se passer ces dernières semaines, en fait, le télétravail a été très simple parce que mon bureau, bah, là, je suis au bureau, là, j'ai mon ordinateur de bureau de vidéo, et j'ai tous mes indicateurs. Évidemment, je vois pas les gens, donc ça, c'est quand même quelque chose qui a du mal à se remplacer, hein. On voit bien que c'est une difficulté, hein. On passe quand même beaucoup de temps encore à échanger par téléphone et donc c'est plus compliqué. Mais par contre, la base du travail, elle est là. J'ai mon bureau avec moi, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, nous, c'est rendu possible. Alors, c'est le choix qu'a fait notre groupe, c'est Google, hein, c'est la suite Google. Bon, il y a un outil visio qui est intégré. On n'a pas besoin de GoToMeeting ou de Zoom, hein. On a notre outil à nous, qui est très basique, hein, très simple. J'ai mes réunions avec mon comité de direction, j'ai les réunions avec les élus aussi pour le CSE, CSSCT. Mhm. Hein, on a fait, toutes nos instances, on les a faites par visio. On a des chats de groupe qui nous permettent de communiquer à plusieurs, par groupe de personnes. Et ça nous permet globalement de faire tourner une usine période de crise. Voilà. Ouais. Bon, super. Super, super, non, c'est bien. Alors, Du coup, j'imagine qu'il y a des questions. probablement, moi, je vous laisse, allez-y. Hop. C'est peut-être toi, Nicolas, qui risque d'en avoir, ou Régis. Enfin, je vous vois. Ouais, Allez. Régis Binet. Moi, je voulais savoir, puisque essentiellement, on va dire, ce sont des outils qui sont développés plutôt pour les gens qui sont en bureautique. Euh, Comment ça se passe en clair, puisque on va dire que toute la partie personnel bureautique est peut-être délocalisée, on va dire, et peut-être un peu moins sur le terrain. Donc, comment ça se passe sur la partie opérationnelle, remontée d'informations vraiment par les gens de terrain et
et quel niveau, comment vous pouvez intervenir en fin de compte, vous, en bureautique. Est-ce que c'est pas un frein justement pour intervenir plus facilement sur le terrain, où vous considérez que les outils développés, c'est plutôt une aide? Alors, il y a peut-être deux volets dans la question. C'est est-ce que les gens sur le Ouais, terrain sont capables d'utiliser les outils bureautiques? ouais, c'est Parce ça, ouais, ouais, que ça ouais. pourrait être un frein. Alors bon, nous, il y a quelques personnes, hein, évidemment, des gens en général d'une plus ancienne génération qui ont eu un peu de temps pour s'accoutumer aux outils, hein, mais on a fait vraiment des trucs simples avec des boutons, des cases à remplir. Maintenant, l'outil informatique, il est aussi quand même il a bien diffusé dans la société de manière générale, hein, donc on a globalement pas eu trop de difficultés, même s'il y a eu un peu d'accompagnement à faire ou de la formation. Mhm. Euh, et puis après, le pendant, c'est qu'effectivement, bah, les gens qui sont entre guillemets dans les bureaux, ils restent derrière leur bureau et qu'ils n'aillent pas sur le terrain. Alors ça, par contre, on a aussi beaucoup de routines pour s'assurer, on s'assure que le management est sur le terrain. Ça, c'est une règle de base, hein. Si Ouais. le management au sens large, hein, pas les techniciens de production aussi, doivent être sur le terrain pour résoudre les problèmes. Ça se résout pas par visio, ça se résout pas par informatique. Il faut Mhm. toujours aller sur le terrain. Voilà. D'accord. Là, ça a été une des difficultés d'ailleurs suite à la reprise d'activité dans l'usine, c'est comment je fais pour reprendre une activité d'analyse, ce qu'on appelle le QRQC chez nous, qui a maintenant diffusé aussi dans pas mal d'entreprises, mais bon, l'analyse des problématiques de la veille, des problèmes de qualité. Comment est-ce que je fais pour réunir les gens autour des produits, autour des machines, sans qu'ils soient à 50 cm les uns des autres? Parce qu'effectivement, quand on regarde un écran, quand on regarde une pièce ensemble, ben, on est tous à côté. Voilà. C'était la problématique. Mais par contre, la présence terrain, elle est nécessaire, elle est impérative. D'accord. Je crois que du coup, Ravière, sur ces sujets-là, vous avez déjà développé, vous avez développé des solutions, enfin mis en place en tout cas des solutions chez Renault pour le travail à distance, au moins sur la partie études, mais qui peut aussi se développer sur la partie pièces de terrain, quoi. Alors, bon, vous m'entendez, non? C'est Oui, bien? on t'entend. Oui. OK. Alors, nous, bon, moi, plutôt, je suis plus à l'aise avec tout ce que c'est l'implantation 3D. Et comment on va faire pour mixer l'information de les tableaux d'abord que Nicolas il vient de nous montrer avec un modèle 3D réel. Et je pense que ça peut nous aider à les opérateurs à se situer d'un point de vue 3D dans l'espace. Et avec l'aide d'un tablette ou un iPad, soit un système Android ou iOS, on va essayer, nous sommes en train d'imager l'information qui vient de les automates, de l'automate, et pouvoir mettre toutes ces informations dans un modèle 3D, un jumeau numérique. Et l'enjeu principal que nous avons aujourd'hui, c'est comment on peut faire ou comment on peut récupérer toute l'information qui vient de la ligne. Et nous avons tellement d'informations que parfois on fait tomber les mêmes automates. Donc, le principal problème que nous avons aujourd'hui, c'est la quantité d'informations que nous avons à traiter. Ouais. Oui, Et énormément. Nicolas, je ne sais pas si je me trompe, vous avez parlé, vous avez 2 lignes de production, plus ou moins. Voilà, deux UAP. Nous avons, bon, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'usine d'éléments, mais nous avons plus de 40 lignes à traiter. La quantité d'informations, c'est tellement, pardon pour l'expression, de ouf. Et notre système, c'est pas prêt pour sa quantité d'informations. Hmm. Alors, nous on a effectivement peut-être une cinquantaine de machines dans l'usine et on travaille sur un MES. Oui. Un MES, je crois que j'ai rien à vous présenter là, qui est branché sur l'automate et qui va récupérer toutes les informations des automates et nous donner, nous faire de l'analyse fine d'aléas, de pertes machines.
donc perte de TRP. Mais c'est compliqué à mettre en place. En fait, on a mis plus de 6 mois pour faire le premier pilote sur une machine. Et on a une 50aine de lignes pour le dupliquer. Bon, c'est un système qui est assez plug and play. Hein. C'est pas difficile de le brancher, de récupérer ce qui sort de l'automate. C'est pas dur. Par contre, après, il faut le traiter, l'interpréter et le traiter. Ouais, mais vigilant sur ces sujets-là, ouais, parce que ça peut vite déraper, ouais, en termes de données et de choix de données qu'on veut remonter aussi. Enfin, il faut savoir, faut vraiment bien réfléchir en amont à ce qu'on veut piloter, quoi. Hmm. Ouais. Et Grégory, je pense à ça aussi, mais du coup, sur la partie outils digitaux collaboratifs, tout ce qui Oui. tourne autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, enfin, il y a des sujets aussi là-dessus qui peuvent aider, et notamment suite aux périodes de confinement enfin, en tout cas de crise sanitaire qu'on peut connaître. Mais pour répondre justement à la question de Nicolas enfin, interrogation de Nicolas sur comment demain on va répondre en pratique à un opérateur sans être tous collés à 50 cm les uns des autres autour d'une pièce. Mais des solutions existent aujourd'hui, mais Oui, alors aujourd'hui, il y a des solutions qui sont sur étagère qui concernent plus la conception, faire de la collaboration de conception en réalité virtuelle. ouais. Donc, on a des bureaux d'études qui sont à distance, voilà, on a des stations qui sont à distance et des concepteurs qui peuvent designer en collaboratif et comparer leur modèle 3D sous casque de manière sécurisée, puisque les modèles sont chargés sur leur PC et en fait c'est juste les géométries des déplacements des opérateurs qui passent par les tuyaux. Donc voilà, ça c'est effectif, c'est sur étagère, voilà, ça fonctionne. C'est déjà largement fait. Mais ça enfin, oui, voilà, et c'est déjà connu dans le monde de l'automobile, de l'aéro. Ça commence à se faire dans le domaine maritime, mais voilà, c'est des choses qui sont déjà établies. Et je pense à des et puis solutions après, type Remote Assist, tu vois, par exemple, qui oui, voilà, qui peuvent répondre à des besoins comme ça aussi, quoi. ça c'est plutôt voilà dans le domaine de la réalité augmentée où on va faire de la maintenance à distance avec un expert qui peut être voilà dans ses bureaux et puis un opérateur qui va lui avoir besoin d'avoir une assistance de l'expert parce qu'il n'a pas toute la connaissance, parce qu'il n'a pas il sait pas, il va pas savoir avoir l'information complète et du coup les outils, que ce soit alors des tablettes ou des lunettes de réalité augmentée, vont permettre de pouvoir spatialiser l'environnement. Donc on va avoir un scan rapide et qui va permettre d'ajuster les annotations ou les commentaires dans l'espace. Typiquement, on est dans une salle où il y a une dizaine de vannes et on sait pas, l'opérateur ne sait pas sur laquelle agir et l'expert va pouvoir lui entourer à distance avec un repère qui va être un XYZ et il va pouvoir opérer comme ça. Après ça nécessite d'avoir des bonnes connexions en usine et voilà, au niveau d'une 4G ou d'un Wi-Fi. Donc ça, c'est des choses qui existent. Il y a des outils qui sont sur étagère dans ce domaine-là. Ouais. Et aussi, on a parlé beaucoup de visualisation de la donnée. Et c'est aussi des choses, on va pouvoir interconnecter des MES avec de la réalité augmentée pour aller visualiser du contrôle en usine. C'est des choses qui se font également. Ouais. Je sais pas, Eric, si vous avez des sujets particuliers chez vous là justement sur les outils digitaux collaboratifs. Je sais pas comment vous travaillez. Enfin, ça fait longtemps que nous, donc je précise c'est classe hein, parce que c'est bien les noms là, mais en fait on sait pas trop où les gens travaillent. Donc moi c'est classe tracteur au Mans. Oui, donc nous, de toute façon déjà il y avait déjà des outils qui existaient parce que tout ce qui est R&D, tout ça, nous on travaille des bureaux d'études décentralisés en Allemagne ou en Inde, donc on avait déjà un peu l'habitude de travailler à distance. Donc c'est en tout cas on ne fait pas trop un problème. Nous après on est très pauvres côté informatique, hein, donc j'ai beaucoup de
souci avec eux là. Donc, par exemple, tout ce qui est Skype, nous, on peut pas partager l'écran, quoi, parce que ça prend de la bande passante et puis on nous a donc bloqué toute la visualisation. Donc, les échanges sont très compliqués. Hein, le se voir, c'est super important. Après, je peux peut-être partager un petit truc parce que nous, on s'est posé la question comment un technicien bureau d'études il peut voir comment la pièce se monte sur le tracteur sans qu'il y ait 50 personnes autour. Et donc, on a deux choses. On a un casque en fait qu'on a acheté, mais je sais pas le nom là. C'est un truc que j'avais vu chez PSA. C'est un casque un peu lunettes connectées, mais en fait c'est un écran qui est dessus. Ça, c'est assez simple. On veut essayer ça. Mais le problème, c'est que c'est Android et que l'informatique chez nous veut pas entendre parler de l'Android. Et donc, on s'est retourné vers un harnais que les tétistes utilisent et comme ça, on peut fixer l'iPhone en fait sur l'estomac en gros. Donc comme ça, le gars, il a son harnais, il a son téléphone fixé sur le ventre, il peut bosser avec ses mains et son collègue peut voir un peu ce qui se passe. Donc, voilà, on fait en fait du Skype avec le téléphone pour essayer de partager. Bon, depuis maintenant, comme on tolère 25% des effectifs sur site, alors c'est un peu plus facile. Mais bon, il reste quand même que sur le terrain, on veut pas trop de monde, donc c'est une solution pour partager, quoi. D'accord. Mais on n'est pas très très avancé, quoi. Mais il y a un réel besoin. Ça, c'est vraiment un souci pour moi parce que on parle beaucoup du télétravail. Enfin, moi, je fais souvent référence à mon fils là, qui est gamer, là, qui joue. Je trouve que les gamins, ils jouent à distance, mais ensemble, quoi. Ils discutent à tous les instants. Et nous, on n'arrive pas à faire ça, quoi. On arrive à faire une réunion, mais on n'arrive pas à travailler et en même temps discuter avec son collègue comme on le faisait au bureau. Et je trouve que ces outils-là, il faut arriver à les entrer aussi pour qu'il y ait un peu de lien social quand même à distance. Ouais. Voilà. Mais bon, on n'est pas très avancé. Le clown, c'est pas la peine d'en parler. Non, chez vous, c'est Ah ouais, c'est proscrit pour l'instant. c'est vrai, comme puis quand on a vu le potentiel, moi, c'est pas mal de voir ce que Nicolas nous a montré parce qu'on y a pensé déjà depuis maintenant 3 ans et ça n'a pas bougé, quoi. Alors, c'est vrai que avant ça c'est passé par une étape où on a installé la fibre optique. Hein. Ouais, mais je pense pas que ce soit un problème de dimensionnement de réseau pour classe. Hein. Je pense que c'est. Je sais pas, Eric avait l'air Ouais, de dire que bon, après, le réseau était Ah, il était pas super. top. Ah, je sais pas. oui. Ouais. En fait, non, mais c'était plutôt le réseau était un peu limite, mais il n'y avait pas non plus assez de licences VPN. Enfin, il a fallu s'équiper très vite là, hein, donc on n'était pas du tout prêt à Ouais, ça, mais quoi. c'est vrai que ça coûte très cher. Hein. Ça coûte très cher. Cette partie informatique coûte très cher. Ouais. Aujourd'hui, en fait, comme ils sont pas très ouverts sur le cloud, on peut même pas. Officiellement, on n'a pas le droit d'utiliser d'autres outils comme Zoom ou Jitsi puisque tout compte fait, on est tous en dehors de l'usine. On peut se faire une réunion ensemble sans perturber pas du tout les réseaux de l'usine, quoi, puisque tout le monde est en télétravail. Hmm. Mais bon, officiellement, on n'a pas le droit d'utiliser ces outils-là. D'accord, ouais, c'est. Mais c'est ça, hein. Dès qu'on parle de sécuriser la donnée, on va rentrer dans des systèmes qui vont être un peu plus lourds et du coup, c'est vrai que on a le cas des gamers où en fait, eux, ils ont beaucoup moins de restrictions à ce niveau-là. Donc les outils vont être ouverts et c'est vrai qu'en entreprise, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est vrai que le lien social, enfin, je sais pas comment vous imaginez les choses, parce que nous, on était vraiment en train de bosser sur le télétravail, comment on va travailler à distance, tous ensemble, le lien social. Bon, aujourd'hui, on voit que c'est en train de lâcher un peu et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont revenir sur le site, hein. Mais bon, on s'interroge quand même comment travailler ensemble demain à distance, quoi. Donc, je sais pas si on arrivera à faire des choses. Je sais pas, Javier, du coup, chez vous, si comment ça se passe. Enfin, aujourd'hui, vous êtes beaucoup en télétravail. Enfin, avec un bon mix télétravail, chômage partiel là. Mais l'orientation que ça prend pour Renault. Peut-être des éléments. Alors, chez Renault, effectivement, nous sommes beaucoup de salariés et aujourd'hui, on travaille presque la moitié avec le télétravail, la moitié l'ingénierie surtout. Nous, on utilise surtout Microsoft, on utilise Microsoft Teams. Si je ne me trompe pas, c'est un outil qui c'est bien déployé dans la plupart des entreprises. Il est très efficace pour faire des réunions comme celui-ci avec GoToMeeting et il est vraiment efficace. La qualité de liaison est
Et pour parler, c'est tellement bon. Et ça ressort assez bon. Et le plus important, c'est qu'avec Microsoft Teams, et ça peut servir des hubs. Des hubs, ça veut dire on peut lier n'importe quel document pour pouvoir gérer un projet et pouvoir partager des documents de Word, Excel, etc. Et Sereno, c'est ça. On utilise Microsoft Teams et ça marche tellement bien pour le moment. Ouais. Ouais. Mais dans le coup, après, en outil collaboratif pur et dur, enfin, je sais pas, au niveau production, au niveau, ce qu'on a parlé déjà de la R&D, enfin, est-ce que vous avez des outils dédiés sur ces sujets-là? Ou est-ce que c'est et pour essentiellement des pour l'instant outils au niveau de la R&D? Pour la partie collaborative, est-ce que ça sert en production aussi? Est-ce que vous avez des solutions qui sont déployées ou aujourd'hui est-ce que ça reste au niveau R&D? et des outils ça dépend pour quelle technologie. Pour des outils collaboratifs comme Oui. pareil à Microsoft Teams. Pas forcément Microsoft Teams, mais quelles solutions vous avez, je dirais quels outils vous mettez en place. Alors, j'ai compris que sur la partie R&D, vous utilisiez des casques pour partager des modèles 3D, etc. Et aussi pour faire de la formation ou de la maintenance, en tout cas de la formation sur de la maintenance de machines. Pareil, au niveau de l'emplacement de la revue de flux, de production, etc. Pour l'emplacement de nouvelles machines. Ça, vous avez des solutions que vous mettez en place. Mais est-ce qu'après, au niveau production en tant que tel, il y a des solutions de partage particulières qui sont mises en place, des outils originaux, ou personnels ou sur étagère qui sont mis en place? Oui, nous avons pas mal de projets. Désolé, je n'ai pas trop d'informations pour Ouais, tous ces outils. Excusez-moi, mais je n'ai pas trop d'informations. Après, je ne sais pas à quel point je peux partager toute l'information. Mais côté production, oui, nous avons pas mal d'informations. C'est en fait, et c'est intéressant pour vous, Rick, et, nous avons un projet super intéressant et avec une petite société, ça s'appelle Expert Eye en anglais. Et basiquement, c'est de mettre des casques dans la tête et pouvoir voir en temps réel avec un opérateur, pouvoir les exprimer comment actuer ou comment redémarrer en ligne, par exemple, à distance. C'est un projet super intéressant parce qu'on peut aussi utiliser un peu la réalité augmentée, et voir en temps réel d'indicateurs, faire ça, faire l'autre. Voilà. Et c'est une technologie tellement intéressante. Je n'ai pas trop d'informations, désolé, mais c'est une des outils que nous sommes en train de déployer. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce que dans Teams, vous utilisez la partie planificateur? Oui, on utilise tous les outils qu'il y a dans Microsoft, la planification, les clouds surtout. Ah ouais, ça très important aussi. Et je ne sais pas vous, mais de plus en plus, on doit être tous digitalisés. Ça veut dire que la taille de nos archives, ça va incrémenter beaucoup, beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'archiver ou de mettre dans le cloud de Word ou d'Excel. Et dans mon cas, j'utilise beaucoup les nuages de points. C'est les données qui viennent des scans 3D. Crois-moi que j'ai des archives d'un terabyte. Un terabyte, c'est énorme. C'est tellement compliqué d'utiliser cette quantité d'informations. Et déjà, les clouds de Microsoft, il est pas mal de problèmes pour pouvoir télécharger cette quantité d'informations. Nous avons une limite de 15 gigabytes. Donc, imagine si je dois partager, je ne sais pas, la ligne de production de 10 de Barracas, je ne sais pas, de 20 gigabytes. Pour moi, aujourd'hui, c'est un problème. Et nous sommes en train de voir comment on fait face à ce type de problématiques. Ouais, ça c'est. Ouais. Ok. Mais Régis, du coup, chez vous, en termes d'outils que vous utilisez,
j'imagine assez bien qu'on n'est pas sur ces niveaux de, de problématiques, de données, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a sûrement des outils et des bonnes pratiques que vous avez chez vous qui sont peut-être un peu. Okay. C'est vrai que je me suis pas présenté tout à l'heure. Moi, je travaille pour un groupement de plusieurs PME. Je fais du montage de projets collaboratifs, entre autres, dans l'aéronautique et l'automobile. Donc, j'ai des gens comme vous connaissez sans doute, comme Coriolis, Cero, qui sont aussi partie prenante avec des Forcar. Donc j'ai des sociétés dans ces PME, c'est un peu la problématique, c'est-à-dire comme on disait, on a vu que la mise en place de ces outils, ça a quand même un coût assez important. Donc certains ont fait le pas et sont partis un peu sur ce qu'a présenté Nicolas Fauris sur les outils Google. D'autres n'ont pas du tout fait parce que c'est un coût. Donc, on va dire que c'est la grosse problématique, c'est le coût. Moi, j'ai vu l'autre problématique pendant le confinement où on a des bureaux d'études qui sont à peu près de taille de 30-35 personnes et on pourrait se dire c'est peut-être un peu plus facile puisque ces sociétés travaillent déjà dans le milieu de l'informatique, on va dire, fait beaucoup d'études de simulation et donc la mise en place du télétravail a été extrêmement rapide et simple. Ils ont utilisé des outils Teams. Par contre, leur problématique, c'était plutôt le lien avec leurs clients, qui eux n'avaient pas spécialement des outils adaptés et la diversité des outils. Et ça, c'est la grosse problématique. Et en fin de compte, excusez-moi. Et donc, ça a été pour elle vraiment une problématique où, en fin de compte, elle avait les outils, mais elle n'était pas avec des outils adaptés à ses clients. Et il ne s'est plus rien passé pendant 1 mois et demi. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, elle travaillait en interne pour faire ses études, mais ils n'ont pas pu aller au-delà de leur business. C'est un peu dommage. Voilà. Et on le voit par rapport aux solutions que vous avez proposées. Je sais pas quel est le meilleur outil, on ne sait pas évaluer, mais tout le monde a ses outils, un peu, tout le monde a ses problématiques. Et il n'y a pas une ligne de standardisation de solutions à l'heure actuelle. C'est un peu nouveau. Et tout le monde s'essaye à plein de choses, ça évolue très très vite. Et je pense que dans l'industrie, d'une manière générale, c'est indispensable que les grands groupes mettent des standards. Voilà. Pour moi, c'est indispensable. Voilà. Ouais. Ah bah, tu vois, rien que là, autour de la table, on a 3 grands groupes et oui, 3 que j'en oublie pas. Et les 3 utilisent des solutions différentes, des grosses solutions et toutes différentes, quoi. Du coup, c'est ça. Après, on a parlé aussi, donc ça c'est plutôt les outils collaboratifs, desk, bureau. Ouais. On a parlé aussi des outils de jumeaux numériques, de procédés. On travaille aussi sur des solutions comme ça. On a deux typologies sur des projets. On a un projet, donc là pour Coriolis, par exemple, pour fabriquer une pièce aéronautique qui fait 10 mètres par 5. Et ben, sur une pièce, sur un procédé uniquement de dépose de composites robotisés, il faut savoir qu'on récupère pas loin de 500 gigas de données. C'est pas énorme peut-être par rapport à ce que vous faites, mais c'est quand même beaucoup parce que quand on veut travailler sur le procédé, c'est quand même assez compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on travaille sur des modèles simplifiés. C'est ce qu'on fait aussi. On développe aussi une autre solution sur là vraiment du procédé complet, c'est-à-dire de la dépose de composites manuels à de la cuisson, à du contrôle, à de la surveillance en injection, donc le procédé complet. Et là, on travaille plutôt sur des modèles simplifiés, sur de la simulation simplifiée. C'est un projet de recherche, mais pour l'instant, on commence à obtenir des bons résultats parce qu'on se dit, en fin de compte, c'est un peu une boîte noire qu'on met dans le procédé ou dans la pièce et on traite les données opération par opération pour carrément la faire un jumeau numérique du procédé et travailler donc aussi bien lors de la production de la pièce
qu'en ingénierie pour récupérer les données intéressantes pour optimiser après la pièce ensuite. C'est marrant, du coup, On a deux typologies. Ouais. quand je vous écoute tous, finalement, je me rends compte que là où c'est vachement déployé, c'est essentiellement sur les métiers où les gens sont déjà sur des travaux digitalisés, quoi. Enfin, travaillent déjà sur des modèles numériques, enfin, qui sont déjà à l'aise avec tous ces sujets-là. Et finalement, c'est juste une brique qu'on vient rajouter pour partager et travailler à distance avec ses collaborateurs. Et, finalement, j'ai l'impression que la production en tant que telle, hormis leur montée de données, est un peu le parent pauvre de de la partie collaborative, quoi. Je vois, ouais. J'ai l'impression qu'on redescend gentiment les échelons, mais on y trouve un intérêt pour l'instant, surtout sur la partie R&D, quoi. Enfin, je vais me corriger si je me trompe. Ouais, tout à fait. On essaie de le déployer là en entreprise avec les outils qu'a présenté Nicolas, nous surtout sur des logiciels MES. Donc ça reste un peu plus standard. Donc ça se fait aussi, mais on va se dire pour l'instant, c'est plutôt des outils déployés dans les moyennes ou grosses entreprises, mais difficilement quand même dans les PME. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Nicolas Tessier, du coup, est-ce que tu as des solutions, des bonnes pratiques, des idées, des choses à partager du coup sur la partie collaborative, peut-être plus bas d'échelle? Oui. À toute échelle. Pour le coup, j'ai noté beaucoup de choses déjà par rapport à ce que vous avez dit. C'est super intéressant effectivement pour nous. Donc nous, on est spécialisé dans le digital. On relie IT, métier et data. Donc techniquement, ce que j'ai pu noter, ce qui était intéressant au niveau de Valeo, c'était ce choix systématique finalement du sur-mesure, parce qu'à chaque fois finalement, vous vous êtes rendu compte que trouver des outils ou des logiciels qui étaient sur étagère, c'était pas forcément évident par rapport à votre besoin et par rapport à vos process. Et je trouve que ça, c'est très révélateur. C'est que finalement, ce qui fait que vous avez tous des outils différents, c'est que vous avez tous des process et des savoir-faire très différents. Donc, il vous faut quelque chose qui soit le plus adapté et le plus précis. Il est de plus en plus difficile de faire rentrer un rond dans un carré et d'avoir un ERP qui répond à tout, quoi. Donc là-dessus, nous, ce qu'on utilise, c'est des solutions, alors désolé pour les mots un peu barbares, mais des solutions BPM, Business Process Management, ou alors d'intégrer de l'intelligence process automation qui regroupe du RPA, du BPM, de l'IA et de la gestion des données. Ça, c'est ce qui se fait de plus en plus parce que ça permet de faire des choses sur mesure et interconnectées avec les systèmes existants. Et donc, les besoins métiers sont vraiment pris au pied de la lettre. Et on a des retours qui sont relativement rapides plutôt que d'avoir des projets qui sont sur 2 ans ou 3 ans, quoi. Voilà, pour vous dire les technos du moment que tout le monde regarde et utilise pour digitaliser ces processus de manière optimale. Ensuite, sur la partie, donc nous, on a un client dans l'aéronautique, sur la partie lien avec les sous-traitants. Effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc là, on travaille avec la société Liebherr Aerospace sur Toulouse. Et eux, ils ont une problématique avec leurs sous-traitants. Enfin, ils avaient une problématique avec leurs sous-traitants d'affûtage. Et donc le problème là, c'est clairement de comment pouvoir suivre les commandes d'affûtage, avoir de l'information en temps réel qui vient de son sous-traitant et de pouvoir aussi partager et échanger en temps réel avec ce sous-traitant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gravé un QR code dans le métal sur des outils coupants avec un identifiant unique qui permet d'être interconnecté avec les deux systèmes et en le flashant à chaque étape et en visualisant sur un lien web avec connexion, Liebherr peut voir où en sont chaque outil et également connaît toutes les capacités, toutes les caractéristiques de l'outil qui sortent de l'usine après avoir été affûté, matière, diamètre, etc. Donc c'est ce côté partage de l'information à tout niveau, interne ou externe, qui finalement, à mon avis, est la question primordiale. Comment on fait pour centraliser, fiabiliser la donnée et la partager et l'exploiter? Oui, c'est ça. Chacun sur ses propres solutions Voilà. solutions. Ensuite, pour Monsieur Robillard,
il y a des solutions qui existent aussi qui permettent de gérer le offline. C'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler en offline, donc quand on n'a pas forcément Internet ou peu de débit, avec des synchronisations qui sont décalées. Donc ça, c'est intéressant. Notamment, nous, on a des clients, par exemple, qui ont des gens sur chantier, à des fois quand ils sont sur les bois ou dans les bois pour faire de l'élagage, par exemple. Là, c'est compliqué d'avoir du réseau. Par contre, dès qu'ils retrouvent un tout petit peu de réseau, hop, synchronisation et toutes les informations qui ont été prises sur le chantier pendant la réalisation sont du coup récupérées. Donc ça, il y a des solutions intelligentes à réfléchir comme ça qui font que finalement, on utilise la bande passante quand on veut. Sinon, si vous mettez en place de l'automatisation de tâches avec des robots qui vont automatiser des tâches, tout simplement les faire lancer la nuit, par exemple. Comme ça, eux ne vont pas bouffer la bande passante pendant la journée. Il y a des choses comme ça qui peuvent être intelligentes à réfléchir. Ensuite, sur la partie, au niveau de Renault, sur la partie data, j'ai vu que vous aviez des gros volumes de données à travailler. J'imagine que vous mettez en place des lacs de données, des data lakes, des choses comme ça, qui vous permettent de centraliser la donnée. La question que je me pose par rapport à ça, c'est que nous, on a plutôt l'habitude de parler de small data plutôt que de big data, et donc de données pertinentes. Donc, finalement, en amont, est-ce qu'il n'y a pas un filtre à faire, une fiabilisation, un filtre de données à faire qui vous permettrait tout simplement d'en avoir moins à collecter? Voilà, c'est peut-être la question que je me poserais. Voilà, pour faire très très rapide. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur la partie scan notamment. Enfin, c'est vrai que ça génère énormément de données et enfin le H2 enfin sur un bâtiment, c'est juste énorme. Mais finalement, comment on gère ça pour le nettoyer le plus simplement possible et puis n'avoir que les données qui nous intéressent réellement et de pas savoir où est la vis de fixation de tel ou tel tuyau. C'est ça, on peut avoir aussi un traitement qui est fait à la base. En fait, à partir du moment où on récolte la donnée, il y a un traitement qui est fait en amont, avant centralisation et avant que ça explose, quoi. Ouais. Et après, c'est notamment quand on travaille sur l'analyse de données, c'est important. Parce qu'en travaillant sur du small data, on va pouvoir plus facilement identifier les données à caractère prédictif et travailler par exemple sur des algorithmes de maintenance prédictive plus facilement. Ça donne des pistes après, en fait, en travaillant sur la gouvernance de la donnée en tant que telle, mais la gouvernance autant au niveau collecte, IT, autant au niveau humain, parce qu'il faut, à mon avis, des référents de la data, il faut des personnes qui soient en capacité en travaillant sur cette gouvernance globale, là, à mon avis, vous allez pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous posez. Ouais, est-ce qu'on va pas trouver ces gens-là plus facilement dans les grands groupes que dans les PME, TPE? Enfin, moi, j'ai peut-être une manière légèrement différente de dire ça. Là, on parle d'outils en fait, mais le point important, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Et donc, comme un tournevis ou un marteau, il y a plusieurs types de tournevis, plusieurs types de marteaux, et il y en a peut-être pas un qui est le meilleur que l'autre, hein, mais c'est finalement comment je me l'approprie. Moi, qu'est-ce que je veux faire, moi, en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur, en tant que manager, et qu'est-ce que je veux faire avec mon équipe. Et puis j'apprends. Hein, et moi, ça a été personnellement mon parcours. On a démarré parce que l'outil Gmail était disponible, enfin Google, la suite Google était disponible. Et on a entrevu des premières possibilités qu'on a mis en place. Et puis l'outil que je vous montre aujourd'hui, il est complètement, c'est un kaléidoscope 4D, oh, je n'y arrive pas. Ouais. On a compris, un truc énorme. Une myriade d'outils qui se sont construits en fait autour d'un embryon qui s'était développé il y a quelques années. Ouais. Et c'est en fonction de l'utilisation a fait qu'on a développé l'outil, on s'est approprié d'autres fonctions, on a dit ah, bah, tiens, on pourrait faire ça et puis hop, c'est parti. Ouais. Exactement, l'outil n'est qu'un moyen. Quoi. Voilà, exactement. Et très simplement, pour maintenant, l'entrée dans l'usine se fait, parce qu'avec le Covid, on demande un petit formulaire à chacun. On a mis un système où chacun, depuis son adresse mail perso ou pas, remplit le petit formulaire sur son smartphone et nous l'envoie et c'est réglé. Enfin, on a des petites choses très simples auxquelles on n'aurait pas pensé il y a quelques temps. Ouais. Et enfin, il ne faut pas oublier effectivement, M. Roubiard en parlait un peu, sur les difficultés, sur la conduite du changement. Et là, tout simplement,
quand on réfléchit comme Valeo. Là, on voit bien que c'est les métiers qui pilotent ce dont ils ont besoin, ce qui fait qu'on va avoir derrière des IT qui vont savoir répondre et des applications sur mesure. Donc, tout simplement, les impliquer à chaque étape de la transformation digitale, quoi. Ouais, alors, petit bémol, dans la plupart des entreprises, c'est un vrai problème parce que là, on n'est pas dans l'IT du tout, hein. On est à cheval entre on est entre l'IT, effectivement, mais le process, la technique, les flux de pièces, l'information, la manière dont chaque service fonctionne. Donc, c'est vraiment la croisée de plusieurs chemins et c'est très compliqué, en tout cas, par exemple, pour mon groupe, et je pense que c'est pareil dans tous les grands groupes. L'IT va s'occuper de la suite bureautique, mais alors ce que j'en fais après derrière, la manière dont j'utilise mon outil, alors là, il y a un dédouanement total. Donc finalement, nous, on a la manière de développer ça est aussi importante, c'est identifier quelques personnes motivées, pas forcément compétentes parce que ça se développe avec le temps. On prend quelques jeunes geeks, un peu comme vous visiblement, mais il y en a d'autres. Nous, on fonctionne avec des apprentis qui sortent d'école, voilà. Et puis ils nous font de la programmation pas compliquée non plus, hein. Ok, je vois. Vous êtes passé un peu sous les radars de l'IT pour pouvoir déposer des side projects On peut pas le faire sans eux, mais par contre, il faut leur accord. Mais par contre, le pilotage est fait sans l'IT. Alors nous, c'est vrai qu'on moi, je peux partager parce que nous, on a fait un peu pareil. On a fait plein de choses en côté et c'est comme ça qu'on avance. Mais dès qu'on met l'IT dedans, il faut que tous les sites soient d'accord. Et donc, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, il n'y a toujours rien. Et en 3 ans, la techno, elle a évolué. Donc, on est trop en retard, quoi. Et je pense que contrairement à ce que dit Régis, là, sur la production, on est sur des trucs un peu spécifiques, on n'a pas de choses à échanger avec les autres, on n'a pas réellement besoin de standards, quoi. Chaque usine est différente, a un process différent, et moi j'aime bien les outils de Valeo là, parce que ça répond exactement à leurs besoins, c'est mis en place rapidement, donc c'est pas mal, quoi. Et voilà, on fait un peu pareil en perruque à côté, quoi, et on met pas trop l'IT dedans, parce que dès qu'on met l'IT, ça bloque tout, quoi. Et c'est pas une bonne chose, hein, parce que ça peut pas... Non, mais c'est le gros problème. On nous sollicite de plus en plus pour mettre ce qu'on appelle en place des centres d'excellence qui justement relient l'IT au métier. Et c'est vrai que c'est pas forcément une mince affaire. Au départ, ils ont 2 langages totalement différents et il faut que chacun comprenne les tenants et les aboutissants de l'autre. Surtout que nous, on est beaucoup SAP, hein, on est un groupe allemand, et la vision de l'IT, c'est SAP qui définit comment on doit travailler. C'est pas nous qui disons à des SAP tu dois faire comme ça. Et ben, là, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de mettre un rond dans un carré. Parfois, quand on met toute sa stratégie autour d'un ERP comme SAP, eh bien, on peut être limité. Et donc, il faut savoir effectivement aller au-delà, utiliser SAP là où il est très bon et mettre en place des solutions BPM et autres qui peuvent amener cette agilité autour. C'est l'idée. C'est pas SAP le problème, c'est ce que nous, on en fait, quoi. Exactement. Ouais. Bien sûr. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que, sauf s'il y a des questions, mais a priori, on a l'air d'avoir fait le tour des questions. Je regarde vos têtes tous là. Ça a l'air d'aller. Ça serait possible de récupérer les coordonnées de Nicolas Tessier? Oui, on va pouvoir essayer de trouver ça. Ok, juste pour échanger un peu avec lui, je risque d'avoir des besoins. Ouais, je te les envoie. Ça marche. Ok. Pas de problème. Très bon choix. Du coup, en tout cas, merci à tous. Merci pour ces échanges, merci pour vos partages. C'était très intéressant. Donc les rendez-vous comme ça, c'est toutes les semaines, hein. Donc vendredi prochain, j'ai aussi le thème en tête, c'est la partie business, relance commerciale, etc. Mais qui sera du coup le jeudi et non pas le vendredi pour le coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y participer aussi, il peut y avoir des échanges intéressants. Donc en tout cas, encore merci à tous. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, effectivement, parce que ça va être l'heure. Et puis bonne journée, et puis un bon week-end. Voilà. Merci. 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 Au revoir.